En tout cas, bonjour à tous ceux qui sont là et qui sont venus assister en cette fin de journée en pré-match, on va dire, de foot, à venir assister un peu à cette présentation sur les ostéotenseurs. Le tout avec autant que possible des bases biologiques qui sont ma formation de base. Donc, on va essayer de nuancer un petit peu de ça et de voir un petit peu ce que ça peut vous apporter au quotidien. Alors, tous ces webinaires chez Visi tournent beaucoup autour de l'implantologie, l'implant lui-même, et tout ce qu'on trouve un petit peu aujourd'hui sur Internet. Beaucoup de discussions, ça je dirais au cours des 10-15 dernières années. Quel est mon implant? Quelle est la structure de mon implant? Quel état de surface? Comment j'ai choisi mon implant? La mécanique de mon implant? C'est ce qu'on disait un peu là en préambule. Ça n'est qu'une seule version de notre activité de chirurgie. L'implant, c'est avant tout un substrat osseux. Alors, d'os naturel ou d'os synthétique, d'os greffé, d'os reconstruit, peu importe. Mais c'est un terrain biologique, c'est un support pour nos implants. Et le tout sans jamais oublier que la finalité de tous nos traitements, c'est la prothèse. D'accord. Donc, on peut mettre en place toutes les techniques chirurgicales qui vont flatter notre ego, qui vont nous rendre contents à la fin de la journée. Euh, la seule raison pour laquelle nos patients viennent nous voir et sont dans nos cabinets, c'est qu'à la fin, ils veulent des dents pour manger. Donc, la seule chose qui les intéresse réellement, c'est d'avoir des dents, in fine. Alors, c'est une conférence que j'avais fait au départ pour des jeunes étudiants sortis de la faculté. Comment choisir un système implantaire? Alors, Victory à l'époque, aujourd'hui Visi, au milieu de toutes ces marques d'implants. Eh ben, je vais vous donner un petit peu les raisons, et l'ostéotenseur en fait partie, pour lesquelles Victory à l'époque et Visi maintenant restent parmi mes partenaires privilégiés dans mon activité quotidienne. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va aborder le fonctionnement un petit peu de ce tissu osseux. Et en trame de fond, ben, l'outil un petit peu miraculeux qui est l'ostéotenseur. Alors, ça fait très commercial dit comme ça, mais quand on l'utilise au quotidien et qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire avec cet outil, je pense que je pèse mes mots et je suis extrêmement content de l'avoir dans mes tiroirs. Alors, on va démystifier tout ça. Je ne suis pas le meilleur praticien au monde. Je ne suis pas capable, je peux être capable de temps en temps de faire des jolies choses, effectivement. Et les conneries, on les a fait comme tout le monde. Il ne faut pas oublier la maxime qui dit que le savoir est la somme des conneries accumulées au cours de notre existence. Sur ce principe-là, je pense que je vais acquérir un savoir assez rapidement parce que ben, les conneries, il faut les avoir essayées. Donc, je n'ai pas besoin d'aller piocher dans la trousse des autres. Je suis capable de les faire tout seul. Et les cas d'échecs que je montre, je suis capable de les piocher dans mes propres échecs. En particulier, ce cas-là, une patiente qui venait avec un petit bridge à ailettes fait il y a 15 ans au niveau de sa 46, si je ne dis pas de bêtises, qui avait carrié au niveau de ses ailettes. Et donc, reprise carieuse, on finit par enlever ce petit bridge. Puis à l'époque, ben, l'implantologie n'existait pas au point où elle est développée actuellement. Et on propose à la patiente un traitement implantaire, une réhabilitation, un axe implantaire classique, facile à choisir. Il y a de la place pour poser l'implant, pas de véritable contrainte. On se dit, tiens, c'est facile. Que le cas clinique se présente, la patiente arrive, jour de la pose de l'implant, la chirurgie, on ouvre, on fait un premier forage, une radio rétroalvéolaire. On se dit, tiens, on est à peu près parallèle à la prémolaire, on aimerait corriger un petit peu l'axe pour se donner un petit peu plus de facilité sur la pose de l'implant. On vient poser notre implant, impeccable, pas de souci technique. Mais effectivement, quand on fait la prothèse, on se rend compte, on se dit, tiens, vraiment, celui-là, il a vraiment deux mains gauches, il n'est pas fichu de corriger son axe implantaire dans la bonne direction. Alors, pourtant, j'avais pensé effectivement avoir corrigé bien mon forage implantaire et j'ai été surpris. Je n'ai pas eu besoin d'attendre la phase prothétique pour me rendre compte qu'il y avait un problème d'axe. On s'en est rendu compte dès le jour de la chirurgie, au moment où j'ai mis un pilier sur mon implant, pilier qui est plus étroit que le diamètre de mon implant. J'ai pu visser mon implant dans un axe sans problème. J'ai jamais pu visser mon pilier par-dessus. Et donc, en pérope, au moment de la chirurgie, ben, on essaie de visser le pilier, on fait une radio, on se rend compte que le pilier vient buter en distal. Et on se dit, tiens,
Ça n'est absolument pas logique. Pour quelle raison mon implant axial a-t-il pu être vissé et que je ne peux pas visser mon pilier par-dessus? Et là, on se repenche sur la coupe de CBCT qu'on avait générée. Et on se rend compte d'une chose, même si le CBCT n'est pas un outil diagnostique en termes de densité osseuse, on se rend compte qu'on a une corticale, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais on a une corticale assez importante sur cet os mandibulaire. Par contre, au milieu, la partie d'os un peu plus trabéculaire ou supposée trabéculaire est très peu dense, voire inexistante. Et ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'en vissant l'implant au moment du forage, eh ben, cet implant est venu passer, le forage s'est fait au milieu ici de cet axe osseux, l'implant s'est vissé, a glissé, coulissé le long de la corticale linguale et est venu buter sur la corticale vestibulaire et simplement, ben, quand vous continuez le vissage, l'implant fait une rotation. Et il s'est passé exactement la même chose dans le sens mésiodistal. L'implant a buté côté mésial, pardon, et a glissé sur sa face distale. Donc, ça donne une rotation de cet implant. Alors, on a pu gérer la prothèse, il n'y a pas de souci. On a pu poser la prothèse dessus. On n'a pas été obligé de déposer l'implant. Mais ça veut dire qu'il faut prendre en considération ces différences de densité osseuse face auxquelles on peut être confronté. Et que ce n'est pas parce qu'on a réalisé un forage simple, axial sur nos implants qu'on peut mettre l'implant sans se poser de questions. Et alors, pour comprendre pourquoi, ben, il faut se repencher un petit peu dans les bases biologiques de notre tissu osseux. Alors, base biologique, on se souvient les classifications de Carl Misch qui datent des années 90, fin 80, début 90, qui nous donnent sur le plan qualitatif une variation de densité osseuse avec une échelle de densité donnée dans la classification de Carl Misch, typiquement ce dont on se souvient tous, du D1 au D4. La classification reprend aussi du quantitatif pour un volume. Alors là, je m'y intéresserai pas particulièrement aujourd'hui. On va s'axer principalement sur le qualitatif et les variations qualitatives que l'on peut obtenir au niveau osseux. Évidemment, l'association d'un défaut qualitatif et quantitatif est effectivement possible et est en général vecteur d'échec, c'est-à-dire qu'on vient se compliquer la situation et c'est là que vont apparaître les problèmes. Alors, comment identifier cette densité osseuse allant du D4 au D1? Vous avez ici, et là, Augustin, mais je reprends certaines diapositives que tu avais fait, je te remercie de me les avoir passées. Euh, Vous avez cette échelle d'unités de Hounsfield qui sont des densités visibles à la radio après acquisition avec un scanner ou un CBCT. Et c'est un petit peu ça que vous voyez, cette échelle de gris que vous avez entre une image très blanche va montrer quelque chose d'extrêmement dense et une image plutôt sombre à la radio va donner quelque chose de très peu dense. Jusque-là, c'est classique. La problématique que l'on a, et typiquement avec des CBCT dans nos cabinets, c'est que là où un scanner est nettement plus résolutif sur cette échelle d'Hounsfield, on peut avoir une estimation réelle de la densité osseuse par l'image que l'on voit. Au CBCT, c'est plus nuancé parce que la variation n'est pas linéaire et une faible densité osseuse va avoir tendance à très vite disparaître à la radio. Donc, vous vous retrouvez avec l'espèce de petit amalgame classique que l'on observe sur des images CBCT, à savoir que le volume observé au CBCT est souvent inférieur à la réalité clinique. Donc là où vous allez par exemple mesurer 2-3 mm d'os, vous pouvez vous retrouver en réalité clinique avec 3-4 mm, si ce n'est plus, en particulier si c'est sur des terrains peu denses. D'accord. L'évaluation d'un volume osseux sur une corticale mandibulaire, lui, il y a très peu de doute. Il sera précis, il n'y a aucun souci. Typiquement sur un terrain en cours de cicatrisation ou un os mandibulaire ou un os maxillaire, pardon, peu dense, c'est là que vous pouvez générer un petit peu des erreurs. Typiquement, comment ça se présente? Ben, voici un os assez caractéristique maxillaire chez un patient d'origine africaine, un patient avec une densité osseuse extrême, si bien que vous pouvez quasiment pas faire la différence entre un os cicatrisé et de la dentine. D'accord? J'attire votre attention ici sur une dent, une racine dentaire, donc une densité de dentine pure et une densité osseuse. Ben, vous en êtes pas très loin. D'accord?
Ça, c'est signe d'une densité absolument terrible et d'un forage implantaire qui va être très compliqué. D'accord. C'est un cas assez extrême, donc c'est pour ça que je le présente. La plupart des cas ne rendent pas comme ça au scanner, mais là, c'était particulièrement marqué pour que je sorte un petit peu l'image et que je vous la présente aujourd'hui. Alors, ces densités, ces classes, ces types osseux décrits du D1 au D4, ils ont été faits sur une base mécanique. C'est-à-dire un os D1 étant un os qui offre une rigidité, une dureté extrême type de la corticale osseuse. Et à l'inverse, un os D4 qui, lui, va avoir une rigidité, une solidité très faible. C'est un os très friable. C'est quelque chose que l'on va retrouver typiquement sur un os au niveau de la tubérosité et que vous avez pu constater quand vous faites vos extractions de dents de sagesse que régulièrement, vous risquez d'embarquer la tubérosité, parfois même sans avoir fait une luxation de la dent avec un mouvement particulièrement intense, mais vous pouvez embarquer des tubérosités dans des cas où vous dites, tiens, j'y suis allé doucement, j'ai essayé de préserver cette tubérosité, elle a quand même cassé. Effectivement, c'est un os qui est peu résistant sur le plan mécanique. Par contre, on observe l'effet inverse au niveau vascularisation. Là où un os D1 ne saigne pas ou très peu, c'est ce que vous pouvez retrouver en particulier sur des mandibules, un os D4 à l'opposé va être un os très vascularisé. D'accord? Donc, c'est un os qui va beaucoup saigner. Et biologiquement parlant, le saignement, c'est un vecteur de cicatrisation. Donc, on sera beaucoup plus favorable à utiliser un terrain vasculaire important, donc plutôt du D3 ou du D4. Par contre, cliniquement parlant, pour la pose d'implant, le D4 est quasiment inutilisable. Il faut avoir des très gros volumes pour arriver à poser un implant. Donc, en général, on va s'accorder à dire dans la profession qu'un os D2 à la mandibule est beaucoup plus favorable qu'un D1 et qu'un D3 maxillaire sera beaucoup plus favorable qu'un D4. Alors, une fois qu'on a donné ces grandes généralités, c'est bien mignon, mais dans un monde idéal, ben, quand on croise du D1, on aimerait le passer en D2, d'accord? Et jusque-là où on était coincé actuellement en se disant, ben voilà, j'ai un os D1, tant pis, il va falloir que j'implante dans un os D1 avec un protocole spécifique pour un os D1, typiquement qui va être, je ne veux pas dire du surforage, mais un forage à minima qui va être ajusté. L'os D1, c'est un os qui est avasculaire, quasiment avasculaire. Il n'y a que de la phase minérale au niveau osseuse, donc c'est-à-dire que des cristaux d'hydroxyapatite, très peu de cellules, très peu de remodelage osseux. C'est un os qui est très dense, et forcément, qui dit un os très dense, dit un forage plus compliqué, un os très dur, avec un risque d'échauffement plus élevé, donc un risque de déclencher un processus de nécrose beaucoup plus facilement. Donc, c'est un os où vous allez avoir par contre une stabilité primaire incroyable. Donc, vous allez visser votre implant, avoir la sensation d'avoir une stabilité absolument incroyable. Et 3 à 6 mois plus tard, ben, vous perdez votre implant parce que le remodelage étant extrêmement lent dans cet os-là, le temps qu'il se mette en place, qu'il se conditionne, vous avez déjà procédé à votre mise en charge, alors qu'en fait, votre os n'a pas eu le temps de maturer autour de vos implants. Donc, on souhaiterait donner un petit peu plus de laxité à ce tissu, augmenter la vascularisation sur tout ce tissu et passer un os des deux. Et au maxillaire, bah, c'est l'inverse, un os D4 qui est fragile, qui éclate très facilement chez des patients qui sont édentés depuis un petit moment. Euh, on souhaiterait, lui, augmenter en densité. La vascularisation est bonne, mais par contre, il est difficile de soutenir un implant dans un os qui n'a pas un volume extraordinaire. Et c'est là où très, très facilement, vous risquez de casser une corticale, un reliquat cortical. Dès que vous forcez un peu, c'est un os qui devient un petit peu de la biscotte. Si vous avez eu l'occasion d'écouter le docteur Scortecci dans des webinars proposés par Visi, le docteur Scortecci régulièrement fait référence à cet os D4 comme de la biscotte. D'accord? Donc, vous vissez, puis au moment où vous voulez mettre un petit peu de coupe, vous serrez un petit peu votre implant, pof, tout éclate de tous les côtés, vous perdez tout, tout fiche le camp. Et pour ça, ben, c'est l'outil qu'on évoquait en trame de fond, c'est cet ostéotenseur qui va venir participer, stimuler un remodelage osseux et permettre de générer une variation de densité au niveau de notre site d'implantation. Alors, vous allez voir, je vais parler pour des sites d'implantation. Il faut bien garder en tête que cet outil va avoir une action biologique sur le tissu osseux. Tous les effets que je vais vous décrire vont être utilisés pour la pose d'implants, mais ils peuvent être utilisés dans
toutes les autres situations où vous avez besoin de traiter du tissu osseux, aussi bien des extractions que de l'orthodontie, générer un mouvement dentaire sur un tissu osseux, faciliter un remodelage, faciliter une cicatrisation un petit peu difficile, préparer un terrain de greffe. Voilà, tout ça va pouvoir être utilisé avec des ostéotenseurs. L'objectif, ce n'est pas de faire un miracle en soi, c'est simplement de venir utiliser un processus biologique qui existe naturellement. C'est un processus de remodelage osseux, processus de cicatrisation osseuse, c'est à peu près le même, on va le détailler un tout petit peu. Et on utilise la biologie du patient, on utilise les cellules existantes du patient qu'on va stimuler pour venir régénérer un petit peu de tissu en densité. Donc, il ne s'agit pas de faire de greffe, pas de mettre de biomatériaux, il ne s'agit pas de faire des augmentations osseuses avec ce matériau. La principale utilité, c'est de faire une variation de densité. D'accord? Donc, c'est une variation qualitative. On verra qu'on peut constater une variation quantitative. Personnellement, elle est minime et je préfère dire qu'on a 95% de variation en densité osseuse. Allez, si on constate 5% maximum de variation volumique, pour moi, c'est presque un coup de chance. L'ostéotenseur manuel, donc c'est cet instrument un petit peu pointu, un petit peu en forme de pic à glace, qui est recouvert de DLC, donc de revêtement en carbone adamantin, qui va permettre une pénétration un petit peu plus simple au niveau osseux, de venir glisser plus facilement, il va isoler l'acier sous-jacent pour éviter au moment où on va passer au niveau osseux de venir extraire, d'avoir un relargage de particules métalliques qui vont être projetées un petit peu partout dans le tissu osseux. Donc, on l'a dit, c'est un instrument en acier chirurgical qui va s'utiliser en transpariétal sous anesthésie locale, d'accord, dans un tissu sain. Ça, j'insiste, c'est extrêmement important. Il est absolument interdit d'aller utiliser cet outil dans un tissu infecté ou dans des reliquats d'infection aussi bien sinusienne que alvéolaire, sous anesthésie locale et qui existe en deux versions, une version manuelle, celle que vous ai présentée, qui existe en version sur contre-angle. Version sur contre-angle, c'est celle-ci. Vous allez voir qu'on va utiliser principalement l'ostéotenseur manuel dans un os peu dense. Et à l'inverse, dans un os avec une densité trop élevée, l'ostéotenseur manuel ne passera pas. Et dans ces cas-là, on préférera un ostéotenseur rotatif. D'accord? Donc, l'ostéotenseur rotatif qui existe en plusieurs diamètres, principalement, ce sont allez, le troisième plus gros qui va nous être utile dans la plupart des cas. Le troisième plus gros, vraiment le plus gros de la série qui va nous être utile. Comment ça s'utilise et quel processus on met en place biologiquement parlant? Donc ici, sur un terrain osseux, alors on a simulé une paroi sinusienne. Vous pouvez vous représenter le schéma en vertical, mais sur la diapositive, ayant plus de place dans ce sens-là, on va le présenter à l'horizontale. Mais vous allez comprendre le principe et le schéma fonctionne exactement pareil. Un terrain osseux sur lequel vous venez passer vos ostéotenseurs. Donc, séquence toute simple, anesthésie locale, désinfection locale à la bétadine, et je prends mon ostéotenseur, je viens passer au travers de mon tissu osseux à la main. Et là, je génère des micro-fractures au niveau trabéculaire. Je vais générer également, on peut traverser jusque dans le sinus, ça pose aucun souci. On va générer un petit épanchement liquidien sous la membrane de Schneider, donc un petit saignement qui va venir se coller sous la membrane de Schneider. Ce saignement et ces microfractures vont se propager dans tout le tissu osseux environnant et c'est ça qui va venir stimuler le remodelage osseux. Donc évidemment, infiltration, saignement qui vient se mettre un petit peu dans tout le terrain, tout ce qu'on a stimulé. Apport sanguin majeur qui se fait, je le rappelle, par le périoste, d'accord, au niveau biologique. Donc les bases biologiques de notre apport sanguin, notre vascularisation osseuse, l'immense majorité de notre vascularisation osseuse, elle se fait par le périoste, à travers des fibres qui vont passer au travers de la corticale et apporter les nutriments à l'os en lui-même.
Alors, c'est un réseau anastomosé très fort, très fortement, avec une suppléance vasculaire énorme, ce qui fait que quand vous faites un lambeau osseux, vous n'allez pas couper et perdre toute votre vascularisation. Par contre, c'est certain que vous allez induire un stress cellulaire. Toute cette stimulation sur le terrain osseux va induire une réponse inflammatoire. Alors, réponse inflammatoire qui est classique alors pour l'ostéotenseur, mais qui est la même réponse inflammatoire que vous avez typiquement lorsque vous avez réalisé une extraction dentaire. C'est-à-dire très rapidement la formation d'un caillot sanguin, l'invasion de ce caillot sanguin par des cellules présentes sur place et qui commencent à peine à être recrutées par la circulation sanguine. Donc, vous avez un appel de cellules par toute une signalisation moléculaire. L'invasion des cellules, on a dit, de l'immunité innée, donc les macrophages, les neutrophiles, les ostéoblastes vont arriver aussi derrière, créer ce remodelage avec la création d'un calcipère superficiel en quelques jours, la formation de nouveaux vaisseaux, c'est là que ça joue, c'est très important. Donc on a un apport sanguin augmenté. Et à partir de là, ben, on va générer un nouveau cycle de remodelage osseux. Alors, ce cycle osseux, quel est-il? C'est celui-là. Alors, je ne veux pas le détailler complètement. Moi, ça, c'est une passion, on pourrait en discuter pendant des heures, mais bon, à cette heure-ci, tout le monde a vite fait d'aller s'endormir et de décrocher. Donc, on va rester sur des choses simples. Vous avez dans le cycle un recrutement d'abord des ostéoclastes qui vont venir détruire, défaire un petit peu la matrice minérale osseuse. Une fois qu'ils ont fait leur action de déminéralisation, ils vont s'arrêter de fonctionner et générer de nouvelles molécules de signalisation qui, cette fois-ci, vont venir activer les cellules de formation osseuse que sont les ostéoblastes. Et vous avez cet enchaînement à peu près permanent dans l'organisme. Il n'y a pas besoin de faire une stimulation pour que ce processus se passe en continu. Vous avez en permanence dans votre organisme des ostéoclastes qui vont faire de la résorption osseuse. Une fois qu'ils ont terminé leur jeu, ils vont émettre une signalisation. On active les ostéoblastes et on vient former à nouveau de l'os. D'accord? Ce processus-là, il existe en permanence. Ce qui se passe chez des patients âgés, en particulier des patients ostéoporotiques ou des patients sous biphosphonate, c'est que ce cycle est soit ralenti, c'est le cas de l'ostéoporose, ralenti, voire bloqué au niveau de sa phase d'ostéoclasie, c'est-à-dire que dans le cadre de l'ostéoclasie, l'ostéoclaste fonctionne extrêmement bien et vous diminuez la densité osseuse très fortement. L'ostéoblaste, à l'inverse, fonctionne nettement moins bien et donc vous formez nettement moins d'os. Donc la résultante de ces deux conditions ben, fait que petit à petit, vous perdez en densité osseuse. D'accord? Chez des patients typiquement traités par biphosphonate, le processus est tout petit peu différent, c'est-à-dire que les biphosphonates vont venir bloquer le cycle après la phase d'ostéoclasie. Alors vous allez me dire, oui, mais on a perdu un petit peu en densité, c'est vrai, mais en fait, là où les ostéoclastes tournaient en boucle sur eux-mêmes, vous les bloquez après leur action, et donc ben, ils ne sont plus actifs, ils ne sont plus en train de perdre cette densité osseuse. Alors vous allez me dire, bah, c'est très bien, on n'a plus de perte de densité, on n'a plus cette diminution de densité. Par contre, c'est un blocage du cycle, c'est-à-dire qu'on a une diminution également du remodelage osseux. Donc, vous avez une diminution de la cicatrisation qui est associée au traitement par ces biphosphonates. Alors, comment fonctionne le cycle avec l'ostéotenseur? Admettons, vous allez faire votre stimulation à J0 et là, vous allez donc faire lancer un nouveau cycle osseux, c'est-à-dire que vous allez compter 3 semaines en moyenne à peu près de perte de densité osseuse, une phase d'ostéorésorption. Et ensuite, une nouvelle phase de 3 semaines à nouveau d'ostéoformation, avec un pic de perte de densité à 3 semaines. Typiquement, ce que vous retrouvez dans toutes les formations de chirurgie, où on vous dit que la phase critique lors de la pose d'un implant se retrouve à 3 semaines, un mois après la pose de votre implant. C'est la phase où vous risquez souvent de perdre votre implant. Exactement pour ces raisons, c'est-à-dire que vous avez une diminution de densité qui se fait autour de votre site implantaire. Et donc, bah forcément, c'est le moment où c'est le plus sujet à aller un patient qui va venir croquer sur votre implant, mettre un peu de pression sur votre implant, et vous allez perdre votre stabilité primaire. Et bah, du coup, bah, si vous perdez ça, vous perdez votre implant. Euh, il faut rappeler, évidemment, alors ce phénomène, il existe, mais il ne s'arrête pas au bout de 45 jours.
C'est un phénomène qui est continu. Donc, on l'a dit, une phase de 21 jours de perte de densité osseuse. On sait que, alors selon les études, que vous pouvez avoir une courbe de cinétique qui peut varier. On donne parfois un maximum de perte de densité osseuse au bout d'une semaine. Bon, ça, je dirais que chaque personne est dépendante selon la stimulation, selon le terrain, comment il était. Comptez entre une semaine et 3 semaines de perte de densité osseuse. À partir de ce moment-là, vous augmentez à nouveau en densité. Et là, une phase de néoformation, une phase anabolique, vous créez de l'os, d'accord? Et vous créez de l'os qui va finir de se consolider pendant quelques mois et ensuite qui va rester à peu près stable jusqu'à aller 2 ans en moyenne à peu près, d'accord? Donc ça vous permet de venir stabiliser votre tissu osseux avec cet ostéotenseur, typiquement des patients chez qui vous avez dû faire des extractions et vous dites, tiens, voilà, on aura besoin d'implanter, mais il faut attendre un peu, le patient n'a pas les moyens, on temporise, on attend, vous ne voulez pas perdre tout votre tissu, et bien de temps en temps, vous pouvez faire une petite stimulation osseuse lors d'un contrôle. Contrôle des tartrages, vous faites une goutte d'anesthésie, vous passez votre ostéotenseur, toc, terminé, bonne journée. Le patient rentre chez lui et ça permet d'entretenir un petit peu ce volume osseux. Alors, un protocole, cette fois-ci pour un os D4, donc un os typiquement maxillaire ou un os, on va dire, post-extractionnel où la cicatrisation est un petit peu lente. Vous n'avez plus de signes infectieux, vous avez extrait une dent typiquement qui présentait un kyste, vous n'avez plus de signes infectieux, mais vous n'avez pas retrouvé une densité osseuse incroyable. Vous venez faire votre stimulation osseuse, vous allez attendre 45 jours. À 45 jours, donc là on a eu une densification du tissu osseux, vous allez venir mettre votre implant, ou si vous avez un doute, vous venez à nouveau passer votre ostéotenseur. Si la densité est bonne, pas de problème, on ouvre, anesthésie, je pose mon implant. Si la densité n'est pas terrible, on referme tout et on recommence une deuxième série de stimulation. Alors, soit vous avez essayé de forer votre implant, ça fera équivalent de stimulation osseuse. Ou si vous avez juste passé votre ostéotenseur et que la densité ne vous plaît pas, alors on va considérer que cette fois-ci va correspondre à une deuxième stimulation osseuse à 45 jours et vous reproduisez le même schéma. Vous attendez à nouveau 45 jours avant de venir reposer votre implant. D'accord? Ça, c'est typiquement un protocole qui est appliqué au maxillaire. Alors, je vous montre ici une petite image de ce qui se faisait au début pour des maxillaires entiers, pour établir un petit peu la densité de points d'impact, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire des pointillés et de venir couper notre os en faisant 15 000 points d'impact par dent. En général, on considère, nous, aujourd'hui, entre 3 et 5 points d'impact d'ostéotenseur pour une dent. D'accord? Et là, si vous avez un maxillaire entier à faire, vous voyez un petit peu ce que représente la densité de points d'impact. Typiquement, on recommande 1 ou 2 points d'impact en vestibulaire, que vous voyez ici, un point d'impact en occlusal, enfin en occlusal sur l'émergence crestale, et 1 ou 2 points d'impact, si c'est possible, côté palatin. D'accord? Alors, vous ciblez un petit peu côté mésial, un petit peu côté distal. Vous évitez d'aller taper les racines des dents adjacentes. Ça suffit. Cette fois-ci, à la mandibule, dans un os donc, qui est plutôt trop dense, trop épais, on va venir passer l'ostéotenseur cette fois-ci rotatif, parce que vous imaginez bien que c'est tellement dense qu'un ostéotenseur manuel ne va pas passer la corticale. Une anesthésie locale. On vient, pareil, passer un petit coup de bétadine sur la surface muqueuse. Ostéotenseur rotatif, basse vitesse, attention, d'accord? Pas plus de 1000 tours minute. Et vous venez forer avec ça. Il n'y a pas besoin d'irrigation. Moi, je le fais tout doucement. Ça ne chauffe pas parce que vous tournez à très basse vitesse. Et vous allez avoir un afflux sanguin qui va aller avec, qui va servir d'irrigant, entre guillemets, pour éviter l'échauffement. Vous attendez entre une semaine et 3 semaines et vous revoyez votre patient, vous posez votre implant. Donc, typiquement, là, c'est un protocole qui se fait une semaine, 15 jours avant la chirurgie. Vous convoquez votre patient, petit contrôle, on vérifie que tout aille bien, vous donnez vos conseils pré-op. Et moi, je fais une stimulation à ce moment-là. Et le patient revient une semaine, 15 jours plus tard. On pose l'implant et tout se passe bien. Vous verrez que vous avez un tissu qui est beaucoup plus vascularisé, beaucoup plus rouge. Et donc, quand vous faites votre forage, ça saigne plus. Vous allez limiter votre risque d'échauffement. Et en général, j'ai l'impression d'avoir souvent une meilleure ostéo-intégration, puisqu'on vient de travailler sur un terrain qui, cette fois-ci, en dehors même de toute constitution osseuse, c'est un terrain actif, c'est un terrain en cours de cicatrisation, en cours de remodelage.
Et donc, toutes les cellules qui sont utiles pour venir participer à l'ostéo-intégration de notre implant, ben, elles sont là, elles sont déjà actives, elles sont déjà en train de tourner. Alors, on peut l'utiliser typiquement sur une technique dite de frectal lift, une technique implantaire sous-sinusienne. Vous allez venir passer votre ostéotenseur sous le sinus, générer un petit saignement sous la membrane sinusienne. Vous attendez 45-60 jours. Alors, selon les dires, selon chacun, il y en a qui ont constaté un épaississement du caillot sanguin sous la membrane de Schneider qui va se transformer en os. Pourquoi pas? Je dirais que ce n'est pas l'effet le plus flagrant, en tout cas, que moi j'ai pu constater. Par contre, vous avez une augmentation de densité, en particulier sur des sites édentés, des édentements anciens. Et là, vous venez densifier, ça vous donne un peu plus de stabilité à votre implant pour travailler dans cette zone sous-sinusienne. Vous allez avoir un implant qui tient mieux, avec moins de risque de le projeter dans le sinus. Donc l'ostéotenseur manuel, voilà, il se passe. Alors là, ici, c'est un petit peu sur l'image, il est un petit peu figuré un peu loin. Vous vous arrêtez, vous allez jusqu'à la garde, d'accord? Donc ici, vous amenez ça, là, je pense que c'est ma diapositive qui a déformé. Vous amenez votre ostéotenseur jusqu'à la garde au niveau muqueux. Terminé, ça suffit, d'accord? Voilà le niveau muqueux que vous obtenez ici. Le défaut osseux un petit peu caractérisé. Voilà ce qui vous reste en volume osseux. Et la membrane de Schneider au-dessus, vous allez ou la repousser, ou en tout cas faire générer un saignement sous-sinusien ici qui va avoir potentiellement la capacité de refouler un petit peu votre membrane sinusienne. Bon, encore une fois, ce n'est pas l'élément le plus constaté cliniquement parlant. De profil, vous voyez, même dans des épaisseurs osseuses aussi faibles que ça, passez votre ostéotenseur, vous n'aurez qu'un gain possible au niveau de ce tissu. OK? Donc, vous venez perforer, n'hésitez pas. Vous pouvez aller dans le sinus, il n'y a aucune contrainte technique. La seule contrainte, je l'ai déjà dit et je le répète, il ne faut pas que vous ayez d'inflammation chronique ou d'infection chronique. Donc, typiquement, vous évitez les patients qui ont des rhinites un peu chroniques. Vous évitez de le faire en pleine période, là en ce moment, typiquement d'allergènes. Et vous évitez de le faire sur des patients qui ont des sinusites, aussi bien en phase aiguë qu'en phase chronique. Un patient qui se mouche tous les jours, machin, le truc, vous évitez d'aller lui coller un coup d'ostéotenseur dans les sinus, au risque, là, pour le coup, de réveiller une infection latente et de vous retrouver limite avec une ostéite ou en tout cas une infection bien collée, très proche de votre tissu osseux. Donc ça, c'est surtout ce qu'on souhaite éviter. Donc, une fois que vous faites votre stimulation au niveau osseux, on le répète, simplement, vous venez générer à nouveau un saignement, vous venez éventuellement refouler votre membrane osseuse et essayer de gagner un petit peu de volume après cicatrisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il faut greffer, est-ce qu'il ne faut pas greffer, est-ce qu'on fait de l'ostéotenseur pour poser ma greffe, est-ce que je rajoute du biomatériau ou pas? Moi, dans toute l'implantologie que j'utilise aujourd'hui, si j'ai besoin de greffe pour me donner du volume, je me donne du volume avec la greffe. Autant que possible, je ne mets pas de biomatériaux parce que je préfère un tissu vivant, natif du patient. C'est une biologie active, c'est une biologie qui fonctionne, c'est mieux qu'un espèce de ciment à base de copeaux, de ce que vous voulez, que vous allez coller par-dessus un défaut osseux, qui va être infiltré par trois malheureuses cellules qui se baladent. Mais j'appelle pas ça de l'os, même si ça a l'air rouge quand vous réouvrez. Et particulièrement à la faculté de Lyon, qui sont des gros greffeurs, moi, je ne suis pas un grand fan parce que quand vous leur dites, voilà, sur une greffe à plat d'apposition, sur une crête osseuse un peu fine, vous leur dites, est-ce que je peux forer et venir torquer mon implant pile poil à la limite entre la greffe qu'on a rajoutée et l'ancienne os natif du patient? Et là, tous ceux qui font beaucoup de greffes, vous dites, ah non, surtout, tu ne mets pas trop de couple à cet endroit-là, tu ne viens pas mettre trop de pression au risque de voir la greffe se décoller. Alors, bon, moi, je ne suis pas un très grand fanatique parce qu'à partir du moment où une greffe ne tient pas quand je viens poser mon implant et que j'ai un risque de décoller ma greffe, bah, c'est pour moi une greffe qui n'est pas 100% ostéo-intégrée, c'est pas transformé 100% dans de l'os. Alors, on en a à peu près fini, en tout cas de la discussion pour ce substrat implantaire qui est le tissu osseux. On va quand même parler un petit peu plus concret, c'est-à-dire concret, pardon, qu'est-ce qu'on fait avec ce tissu osseux, comment on pose nos implants, qu'est-ce qui existe un petit peu dans l'arsenal thérapeutique de chez Visi qui nous permet de faire ça.
Deux implants en tête de liste, ce sont ces implants, pardon, fractales. Alors aussi bien dans sa version normale que sa version fractale plus, qui est une version avec des spires éventuellement un petit peu plus agressives pour augmenter un petit peu l'ancrage au niveau osseux. Attention, la partie agressive est essentiellement sur l'apex de vos implants. Donc en sous-sinusien, typiquement ce qu'on vient de décrire, l'implant fractal classique, c'est l'implant qui est particulièrement indiqué pour ce terrain-là. C'est un profil cylindro-conique et vous l'avez vu avec un col qui s'évase un petit peu, un col qui est un petit peu plus large que le reste du col implantaire, qui vous donne une grande sécurité. C'est-à-dire quand vous allez venir visser votre implant, vous avez foré pour un corps implantaire avec un diamètre un tout petit poil plus étroit. Et donc, au moment où vous allez amener le col implantaire au niveau du tissu osseux, eh bien, vous allez venir buter et ça vous évite de projeter votre implant dans le sinus, comme ça a pu arriver malheureusement avec des implants purement cylindro-coniques sans avoir un col un peu évasé. Vous risquez de projeter votre implant dans le sinus. Ce sont un état de surface lisse, et ça c'est caractéristique à toute la gamme. Alors l'ancienne gamme Victory que vous retrouvez chez Visi, euh, tout cet état de surface lisse, aujourd'hui beaucoup d'études tendent à dire que c'est l'élément qui limite quasiment le plus l'apparition de périimplantite. D'accord? Il y a une étude de Fabienne Jordana qui a montré ça, une revue de littérature qui a pu montrer qu'effectivement, sur des implants à état de surface, alors quand on dit lisse, c'est pas polymiroir, c'est lisse sortie d'usinage. Euh, Cet état de surface-là a largement tendance à donner le moins de périimplantite par rapport à des états de surface rugueux, sablés. Plus vous augmentez la rugosité, plus vous allez augmenter l'apparition de périimplantite en règle générale. Vous avez un microfiletage dessus qui vous permet de visser très doucement votre implant. Bon, un microfiletage qui donne un peu plus de vissage, un peu plus de stabilité. Et on l'a dit typiquement, c'est un implant en sous-sinusien qui va trouver toute son indication. D'accord? Quelques cas cliniques. Ici, un patient qui avait eu une fracture de sa prémolaire. Non, pardon, fracture de la molaire. Un patient, c'est une 26 à cet endroit-là. On a fait une ou deux fois un terrain, un patient, la dent cassée, on attend, finalement on l'enlève, effectivement, la dent a été fracturée. On vient faire la stimulation, on vient passer, même le forêt, on peut aller jusqu'à passer au travers du plancher sinusien. Ça pose pas de souci, il ne s'agit pas de rentrer de 15 mm dans le sinus, bien sûr, mais on peut à peine effleurer la membrane sinusienne. On vient passer les forêts, alors ça ici des anciennes versions de forêts, mais les nouveaux sont des forêts qui collectent beaucoup d'os. Vous gardez cet os-là, vous le glissez à la limite dans le fond de votre forage et ça vous fait votre matériau de comblement. C'est de l'os natif là pour le coup qui va se comporter très bien. Et vous venez visser votre implant par-dessus. D'accord? Alors si l'implant arrive à ne pas atteindre le bord sinusien, ben, il n'atteint pas le bord sinusien. Si l'implant doit déborder dans le sinus, ça ne me pose aucun souci. C'est cette technique de fractal lift. À la cicatrisation, alors je vous prie de me croire, c'est l'angulation de la radio qui fait que vous avez l'impression que l'apex est dans le sinus, il ne l'est pas. Un patient en particulier que j'ai suivi pour pas une névralgie, mais une atteinte nerveuse au niveau facial qui fait que cet implant venait probablement comprimer un rameau nerveux quelconque au milieu de son maxillaire. Un patient qui a jamais pu supporter d'avoir cet implant. Bon, alors pour la petite histoire, celui-là, je l'ai déposé, donc il était parfaitement bien ostéo-intégré au moment où je l'ai déposé. L'ostéotenseur m'a été encore utile à ce moment-là pour l'enlever, mais c'est un implant qui était parfaitement fonctionnel, qui avait été mis en fonction avec une dent provisoire, et malheureusement, ben, le patient a jamais pu supporter. C'est le seul cas aujourd'hui que moi j'ai, et un des très 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 rares cas dans le cabinet. Mon père, avec plus de 30 ans de carrière de pose d'implant, c'est allez, le troisième ou le cinquième, en tout cas, dans toute sa carrière, qui voit qu'on est obligé de déposer pour ces raisons-là. Mais voilà, l'ostéotenseur peut aussi vous être utile quand vous avez besoin de déposer l'implant. Donc là, vous faites quelques passages en mésial, en distal de l'implant. Vous remettez le porte-implant si vous l'avez, si l'implant n'est pas complètement cassé, ou un tourne à gauche. Et vous venez sortir votre implant une semaine après. Deuxième cas, molaire maxillaire à nouveau, antécédent de fracture sur ses dents à clavette qui étaient là depuis, sur ses, pardon, restauration à clavette qui était là depuis très longtemps. Vous déposez la couronne, vous laissez cicatriser, vous faites votre forage, vous démettez votre implant. Alors pareil, on a dit on peut venir passer dans le sinus. Je ne suis pas un ayatollah de venir à tout prix dire tiens, si je peux aller, je vais aller me tanker dans le sinus. Non, ça ne sert à rien. Si je peux éviter de taper le sinus, j'évite de taper le sinus et je viens mettre cet implant.
Et là, ici, la cicatrisation se passe extrêmement bien. D'accord? Avec un recul en particulier, je ne vous incite pas à aller généreusement déborder dans vos poses d'implantes au détriment du sinus. Faites-le avec un petit peu de tact et de façon un peu mesurée. Prenez les implants les plus petits que vous pouvez, vous débordez un petit peu dans le sinus, pas de problème. Pour une raison très simple, c'est que le jour où votre patient va arriver avec une sinusite et va aller chez l'ORL ou le maxillofacial, première chose qui sera incriminée, ce sera votre implant, même si on est bien d'accord que votre implant ne sera absolument pas la cause de ce problème-là. Un autre cas clinique, une prémolaire, toujours à peu près le même schéma, des dents qui finissent par fracturer, des prothèses avec des in-necor où le patient croque un peu dessus, a croqué un peu fort, des dents un petit peu anciennes qui ont séché, qui finissent par fracturer. Et ben, il va falloir remplacer. Vous voyez ici une bouche qui est à peu près correcte. Donc une 15 qui est perdue. Alors ici, malheureusement, je veux dire, la représentation dans l'angle ici est en miroir. Mais vous voyez sur la coupe de CBCT, ici, on est à 3 mois euh, après l'extraction de la prémolaire et vous voyez qu'effectivement, la densité sur ce terrain osseux est nulle ou quasiment nulle. D'accord? Quand vous faites votre coupe de scanner au milieu, ben, vous vous rendez bien compte que le site est complètement vide. D'accord? Vous voyez au moment du forage ici, pareil. Donc sur ce terrain-là, j'avais refait une stimulation osseuse avec l'ostéotenseur 45 jours avant. D'accord? Donc on a attendu les 3 mois de cicatrisation. Le patient est revenu au contrôle. J'ai dit, tiens, il n'y a pas une densité terrible. Donc j'ai mis 2 gouttes d'anesthésie. On repasse un coup l'ostéotenseur. Et 45 jours plus tard, ben, cette fois-ci, on pose l'implant. Et là, tout s'est bien passé. J'ai pareil essayé d'esquiver le sinus si je pouvais. J'ai eu une très légère variation d'axe, mais c'est la déformation de ma radio. J'ai pu poser ma couronne en transvissé sans aucun souci et l'axe de vissage ne me posait aucun problème pour la pose de ma couronne. Un dernier cas, si je ne m'abuse, au niveau sous-sinusien postérieur secteur 1, une dent que j'avais traitée à une époque, puis qui a fini par s'abîmer, casser une patiente un petit peu nerveuse, un petit peu anxieuse, avec un bruxisme un peu marqué, finit par casser cette dent. Bon, ok. On enlève la dent. Vous voyez qu'ici, il nous reste malheureusement pas grand-chose pour venir implanter. Alors, vous pouvez le faire avec un fractal lift pur, simplement un forage, puis soit avec un ajout d'un petit peu de matériau ou juste une éponge de collagène que vous venez glisser et visser votre implant par-dessus. À ce moment-là, j'étais un petit peu moins chaud de la technique, donc j'ai mesuré, j'avais 3 millimètres de support osseux. J'en ai décidé de faire un sinus lift par voie conventionnelle et en même temps, le jour de la pose, de venir mettre notre implant. Donc, vous voyez, effectivement, là, on a gagné beaucoup de volume. On a pu poser notre implant plus long que ce qu'il y avait besoin. On a regreffé en surface et le tout a cicatrisé. On a pu faire la couronne. L'ensemble de cette technique, visiblement, pour que ça fonctionne et s'assurer un peu plus de sécurité, bien, on vient stimuler cette zone osseuse pour s'assurer surtout de l'ancrage de l'implant au moment où on combine ces techniques de sinus lift par abord latéral et de pose d'implant concomitant. Il faut s'assurer que l'implant a une bonne stabilité primaire et pour ça, ben, le stéotenseur 45 jours avant permet d'augmenter la stabilité de notre implant. Deuxième implant que je vais présenter, cette fois-ci, on risque de s'intéresser un petit peu plus à la mandibule. C'est un implant qui est fait pour de l'expansion crestale. Un implant, cette fois-ci, purement conique, avec une double conicité, dont l'objectif va être de venir mettre un petit peu en compression les deux corticales, linguales et vestibulaires, d'écarter un petit peu ces corticales pour venir profiter, cette fois-ci, d'un défaut en épaisseur, un manque d'épaisseur osseuse et on va venir gagner un peu en densité avec cet implant. Alors, un implant qui est toujours en état de surface lisse, c'est pareil, ça n'a pas changé. Un microfiletage sur sa partie cervicale et surtout un apex auto-taraudant beaucoup plus agressif sur cet implant qui va venir permettre de gagner en ancrage et en force de serrage pour venir faire un petit peu cette pression malheureusement nécessaire à l'expansion osseuse. Vous imaginez bien que typiquement ce qui se passe et sur l'image ici, quand vous venez mettre cet implant sur une corticale un peu fine, le plus gros risque que l'on a, c'est de perdre la corticale. Vous faites ça sous un lambeau pleine épaisseur, complet, vous avez ouvert un peu large, vous serrez votre implant et vous avez tous été confrontés à une fracture de la corticale, en général vestibulaire.
Et là, bah, la situation se corse un petit peu plus, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à ancrer votre implant assez loin, il faut tout greffer, ça veut dire que toutes les spires implantaires se retrouvent dans du biomatériau. Bon, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Moi, c'est une technique que je trouve particulièrement avancée, qui n'est pas ma technique préférée parce qu'elle est plus difficilement reproductible. On a des résultats un petit peu plus aléatoires. On l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui vont générer un remodelage osseux. L'ostéotenseur est un des éléments qui va générer ça. Un autre facteur qui active le remodelage osseux et en tout cas l'action de résorption, c'est la compression osseuse. Compression et inflammation au niveau du tissu osseux. Alors l'inflammation, c'est simple, c'est ce qui se passe dans tous les cas parodontaux. Toutes les parodontites que l'on constate, c'est une inflammation chronique. Cette inflammation chronique transmise au niveau osseux, l'os déteste ça. Réponse du tissu osseux, c'est l'activation de la résorption osseuse et donc vos dents qui se déchaussent, vous perdez un petit peu de votre parodonte. Un deuxième point, c'est que malheureusement, avec cet implant, quand vous allez mettre en compression votre os, bah, vous risquez de perdre un petit peu de volume osseux au col. Cette technique fonctionne extrêmement bien si vous arrivez à la pratiquer, typiquement en flapless, où là, vous ne perdez pas la vascularisation vestibulaire. Et là, par contre, la technique prend tout son sens, mais encore une fois, faire une expansion crestale sur une crête fine sans ouvrir au niveau vestibulaire et lingual, ben, c'est un challenge qui est un petit peu plus élevé. Donc là, je vous invite à des techniques un petit peu plus décrites pour ça, de venir créer 45 jours avant ou avec de la piezo ou une première intervention, de venir faire une petite fenêtre vestibulaire simplement à la piezo. Vous décollez pas, vous faites simplement les tracés d'incision, vous refermez et vous attendez 45 jours, un cal osseux, enfin pardon, 20, ouais, entre 21 et 45 jours, le cal osseux va se créer et va donner un petit peu de laxité. Vous allez augmenter la vascularisation de ce terrain et la laxité que vous allez gagner, vous allez pouvoir venir serrer votre implant et limiter cette fracture vestibulaire. Bon, c'est assez technique. Vous pouvez tester, mais je vous conseille de faire attention à ça. Un cas clinique qu'on va mettre en évidence, une femme qui avait un appareil, perte d'une dent il y a très très longtemps. Elle vivait avec son appareil transitoire et elle se présente au cabinet parce qu'elle en a marre de son appareil transitoire. Elle aimerait passer avec quelque chose de fixe, appareil amovible, pardon. Elle aimerait passer avec quelque chose de fixe. Je vous ai figuré ici le volume osseux perdu au niveau de ce prémaxillaire. Vous voyez qu'on a un défaut qui est quand même conséquent. Et là, ben, il y a deux solutions. Soit on le gère avec un peu d'expansion cristale, un petit peu d'expansion osseuse, soit il va falloir greffer, malheureusement attendre pour reconstruire ce volume. On n'a pas d'autres techniques à ce niveau-là. Voilà la vue clinique un petit peu qui se présente. Un défaut vestibulaire important. Et vous voyez, ben, voilà, en vue un petit peu occlusale, ce que ça peut donner. Évidemment, quand vous allez décoller votre lambeau, ben, vous imaginez bien qu'il ne va pas se passer un miracle, hein, la corticale n'est pas bien épaisse. Mais on arrive quand même à glisser l'implant. Alors pourquoi je vous le présente au maxillaire? Bah, typiquement, le maxillaire est un os un peu moins corticalisé, avec une corticale qui se tient un peu mieux, qui se déforme un petit peu mieux. On a moins de fractures à ce niveau-là. Et donc, on arrive à venir stabiliser notre implant sans avoir tout éclaté. Vous voyez quand même qu'il y a des traits de fracture, mais on n'a pas perdu totalement la phase vestibulaire. Alors, il ne faut pas être fou, bien sûr. Il ne faut pas refermer directement comme ça. Il faut rajouter du biomatériau. C'est là où je vous disais qu'on peut greffer parfois. Moi, je vais rajouter ce biomatériau, mais il n'a pas vocation à tenir mon implant, parce que mon implant est fixé dans l'os natif. Il a simplement vocation à venir nous redonner un petit peu de volume à la surface et donner un peu de sécurité au cas où on ait un remodelage un peu négatif sur le morceau qui s'est fracturé, là, ici limite au niveau vestibulaire. Ben, on vient le consolider, lui donner un petit peu de garantie de stabilité en rajoutant de biomatériaux. Il faut parfaitement bien travailler les tissus pour pouvoir suturer sans tension. Et à la cicatrisation, ben, tout se passe bien. On est capable, à nouveau, cette fois-ci, c'est ce que vous connaissez, on est capable de faire de la prothèse dessus classique, de refaire une incisive. Et finalement, les choses se passent plutôt bien. On a peut-être légèrement perdu au col un petit peu sur la compression. On n'est pas surpris, mais comme c'est un implant à l'état de surface lisse, eh ben, la perte osseuse va s'arrêter là, elle ne va pas progresser et c'est un implant qui va rester des années dans cet état-là. D'accord? Il n'y a pas de perte gingivale, les choses se passent bien. On est content d'avoir ajouté un petit peu de biomat en vestibulaire. Et voilà, quelques temps plus tard,
le contrôle de cicatrisation, un petit peu ce que ça donne. D'accord? Mais c'est un terrain qu'il faut également avoir préparé avec les ostéotenseurs, parce que si on ne prépare pas ces terrains-là, ben, on s'expose à un risque de fracture vestibulaire, on perd tout le fragment vestibulaire, et là, malheureusement, ben, ça devient un petit peu moins drôle. Et là, pour traiter ces cas-là, parce que j'en ai un cas justement qui a ressemblé à ça, on commence à s'intéresser à un autre versant de ce que propose Visi aujourd'hui, ce qui était Victory, c'est toute l'implantologie basale. Alors, je ne vais pas le décrire énormément, je vais vous montrer un cas, un petit peu ce qui peut se faire et comment on utilise un peu ces outils. Un secteur antérieur, à nouveau maxillaire, une patiente édentée depuis longtemps avec cet appareil, alors qui fonctionnait très bien, mais elle en avait marre d'avoir cet appareil à mettre, à enlever. Donc, elle souhaite avoir une réhabilitation fixe. Voilà le terrain. Vous voyez l'effondrement du prémaxillaire ici qui est rentré complètement en direction palatine. Lorsque vous ouvrez, ben, l'épaisseur, elle est absolument pas faramineuse, d'accord? Ici, sur les coupes osseuses, alors on a du mal à se rendre compte, mais il reste vraiment pas grand-chose en termes d'épaisseur. Deux solutions, soit faire exactement ce que je vous ai présenté avant, poser un Fratex avec une expansion cristale, soit la pose d'une technique basale avec un double disque ici qui va venir avoir une insertion latérale. On va rentrer l'implant ici par voie vestibulaire, l'impacter et permettre de stabiliser notre implant. Ça peut se faire. Alors, comment choisir l'un ou l'autre? Eh bien, nous, alors je m'excuse, je ne sais pas pourquoi ce truc est là. Voilà l'impaction, pardon, l'insertion latérale de cet implant. Bon, je vous présente sur lequel on va greffer éventuellement lors de la pose du disque implant. Ici, on avait sur cette patiente mélangé les deux pour une raison très simple, c'est qu'en position de 11, on avait pu mettre l'implant axial sans avoir de fracture de la corticale vestibulaire. Au niveau 21, cette fois-ci, comme vous l'avez sur l'image, mais on n'a pas pu visser cet implant comme il faut. On a perdu la corticale vestibulaire. Elle n'était pas assez souple à ce moment-là. C'est un cas ancien où il n'y avait pas l'ostéotenseur. Et donc, on est allé sortir un petit peu les éléments de secours que représente pour nous l'implantologie basale. On met ces deux implants, on greffe par-dessus, on remet des PRF. Voilà un matribone, matériau qui existait à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. À la cicatrisation, voilà comment se présentent ces deux implants avec une émergence équivalente grâce à un pilier, un petit peu de conversion qui va faire le lien entre l'implant axial et pour sortir avec la même connexion, la même connectique que l'implant basal juste à côté. On viendra mettre par sécurité ces couronnes avec des petites ailettes sur les canines pour venir servir un peu d'un point d'appui, lutter contre la pression linguale. Le temps de la cicatrisation, un an après, ces couronnes, ces ailettes pardon, seront coupées et l'implant étant mis en fonction, tout va bien fonctionner, va rester stable comme ça. Donc, il faut bien se rappeler, pareil, vos implants, au moment où vous allez visser votre implant, vous avez une intégration de votre implant. Par contre, quand vous mettez la couronne implantaire, vous allez mettre une charge implantaire, vous allez mettre une charge, pardon, occlusale dessus. Et c'est cette pression occlusale, cette stimulation mécanique qui va à nouveau créer des petites contraintes au niveau osseux et va permettre à l'os de s'adapter pour répondre à la contrainte occlusale qu'on va appliquer dessus. Donc, pareil, je peux vous donner ce conseil clinique quand vous faites vos mises en charge, alors qu'elles soient immédiates ou différées, peu importe, dites à vos patients d'attendre un petit peu, surtout pour les différés, dites à vos patients d'attendre que comment dire, faire comme une phase de rééducation, de mâcher lentement sur ces implants pour petit à petit leur faire retrouver leur fonction, ne pas attaquer les choses dures tout de suite directement sur vos implants pour ne pas risquer de les perdre. Mais il faut que les patients se réhabituent un petit peu à manger avec les implants et que l'organisme s'adapte et adapte le tissu osseux pour encaisser la pression qui va être mise sur les implants. C'est surtout vrai, en tout cas sur les secteurs postérieurs. Voilà, bah écoutez, j'en ai à peu près fini de vous présenter cet ostéotenseur, donc, qui est un outil, si on résume, permet la modulation de la densité osseuse, pour moi, majoritairement. Sur du D4, il va permettre de passer à un os de densité D3 et à l'inverse, sur un os D1, de passer à un os D2 avec les ostéotenseurs rotatifs. Et je vous l'ai dit, moi, c'est un instrument que j'ai tous les jours dans mes tiroirs. Typiquement, un orthodontiste qui m'envoie des patients pour des extractions de prémolaires chez des jeunes adultes, les adolescents ou jeunes adultes, des dents qui sont parfaitement ancrées, sur lesquelles on veut préserver les papilles en mésial, en distal.
On va pas tout exploser avec un élévateur. Alors, vous prenez un davier et vous tirez dans tous les sens. Ben, vous y passez un certain temps pour faire ces extractions. Moi, je fais simplement une semaine avant une stimulation en vestibulaire en mésial, une stimulation en vestibulaire en distal. Idem côté palatin, je fais 4 points d'impact, le patient rentre chez lui, revient la semaine d'après, et là, cette fois-ci, vous prenez votre davier et comment dire, les dents s'enlèvent beaucoup plus facilement. C'est nettement moins traumatisant pour nos patients. Donc ça, typiquement, c'est un usage de l'ostéotenseur que je peux vous conseiller, mais même pour toutes vos extractions, si vous savez que vous avez des patients qui ont un peu des ankyloses, tout ça, faites un coup d'ostéotenseur une semaine avant, le patient revient, vous l'avez vu, ça prend 2 secondes. Il vient entre deux, vous faites la stimulation, il revient la semaine d'après. Et à ce moment-là, vous vous simplifiez la vie sur toutes vos chirurgies, tous vos actes osseux. Pensez à ça, à venir stimuler, donner un peu de laxité à votre tissu osseux pour vous faciliter la vie dans votre travail au quotidien. Voilà. Moi, c'est surtout comme ça que je vois cet outil. Et c'est comme ça qu'il est utilisé, nous, quotidiennement dans le cabinet. Voilà, Augustin, écoute, je te rends la parole. Merci beaucoup, Thomas. Tu as bien présenté ton expérience clinique et je pense que c'était très enrichissant pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui vont t'écouter en replay. Moi, j'avais une petite question sur l'utilisation de l'ostotenseur pour que les greffes prennent mieux. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu le fais en Oui, alors moi, pratique? je ne suis pas un gros greffeur, donc j'en fais peu, mais conceptuellement, et c'est là où je dis l'apport de la biologie est plus utile pour moi, si je devais greffer, je préférerais soit enlever le volume de cortical, le décaler, le replacer ailleurs, d'accord? Donc ouvrir mon os, faire un bone splitting, couper l'os en deux, enlever la corticale, remettre des vis d'ostéosynthèse à l'extérieur. Donc là, c'est toujours agréable d'avoir un os un peu plus mou. Si j'ai simplement une greffe d'apposition à faire, typiquement sur un maxillaire avec un os assez trabéculaire. Le passage de l'ostéotenseur avant va permettre d'induire, d'améliorer un peu la vascularisation et ça fera jamais de mal quand on va rajouter, quel que soit le matériau qui soit naturel, de synthèse, un truc, un coffrage, peu importe. Moi, personnellement, je passe un coup d'ostéotenseur si j'ai à faire ça. Je, à vous rappeler à tous, l'ostotenseur, on le fait toujours en flapless pour garder la vascularisation endostée et périostée. Et surtout, il ne faut pas l'utiliser quand il y a des cysts infectés, hein. Souvent, c'est comme ça qu'apparaissent des nécroses et une accumulation de l'inflammation multisectorielle, surtout avec l'ostéotenseur manuel. Merci beaucoup, Thomas. Et en tout cas, Merci à toi, avec plaisir. ça serait un grand plaisir de rediscuter un peu avec toi biologie, puisque moi je suis biologiste aussi de formation. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt, Thomas. Allez, avec Euh, plaisir. Juste pour petit rappel, il y a Gérard Scortesi qui fait un webinar jeudi sur le choix du matériau pour la prothèse. Donc entre chrome cobalt, PMMA, GCAM, la zircone, le choix et on va dire l'expérience clinique qui va parler. C'est toujours un grand plaisir aussi d'écouter Gérard et sa grande expérience en implantologie. Et ça va être à 18h demain, 18h jeudi. Merci. Allez, Très bonne merci. soirée.